On a tous cette idée de la modernité, hein, le progrès, la raison. Mais et si tout ça avait une face cachée, une face bien plus sombre? C'est exactement la question que pose la pensée décoloniale. C'est un courant de pensée fascinant, né en Amérique latine, et qui nous invite en fait à tout remettre en question, notre vision de l'histoire et même notre idée du progrès. Alors, pour commencer, écoutez bien ça. C'est une citation du XVIe siècle. Le plus grand événement depuis la création du monde, c'est la découverte des Indes. C'est assez incroyable, non? Ça vous donne une idée de la mentalité européenne de l'époque. La découverte des Amériques, c'était vu comme un truc presque divin. C'est ça le récit officiel, le point de départ de toute l'histoire qu'on nous raconte. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce récit si grandiloquent? Ok, pour essayer de démonter ce récit, on va faire un saut énorme dans le temps. On quitte l'Espagne du XVIe siècle et on file au Brésil, mais à la toute fin du XIXe. Là, on se dit, bon, la conquête, c'est de l'histoire ancienne, non? L'Amérique latine est indépendante. Eh bien, pas si vite. Un événement vraiment tragique, va nous montrer que les choses sont bien plus compliquées. Imaginez le décor. On est à Canudos, un village perdu dans le nord-est brésilien, une région très aride. C'est une communauté un peu à part, autonome, composée de paysans, d'anciens esclaves, d'indigènes. Et pour la jeune République du Brésil qui veut se montrer moderne et progressiste, eh bien, Canudos, ça fait bâche. C'est un obstacle, un truc du passé qu'il faut absolument effacer. Tout ça au nom de la modernité. Et la mission pour régler le problème de Canudos, elle se fait sous le slogan officiel du Brésil, ordre et progrès. Ça sonne bien, non? Sauf que dans la réalité, ça s'est traduit par 4 campagnes militaires d'une violence inouïe. Le résultat, c'est un massacre pur et simple. Canudos est littéralement rasé, ses habitants exterminés. La fameuse mission civilisatrice, elle montre son vrai visage. Ce n'est pas de la civilisation, c'est juste la liquidation de tout ce qui est différent. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que ça devient complètement fou. Le mot favela, qu'on connaît tous pour désigner les bidonvilles, eh bien, d'où vient-il? Il vient du nom d'une colline, la colline Favela, où campaient les soldats qui ont mené le massacre. Et le pire, c'est que ces soldats, pour beaucoup descendants d'esclaves, ont été récompensés avec quoi? Des terrains sans aucune valeur, en périphérie des villes. C'est de là que viennent les premières favelas. La violence de Canudos s'inscrit donc physiquement dans le paysage, dans la géographie même de l'inégalité du Brésil moderne. C'est dingue, non? Et c'est ça, la grande leçon de l'histoire de Canudos. Ça nous montre que la conquête, ce n'est pas juste un événement historique, un truc qui s'est passé il y a des siècles et qui est terminé. Non, c'est une structure, une logique de pouvoir qui continue, qui se répète encore et encore, bien après la fin officielle des colonies. Alors, la question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce que cette structure a pu survivre alors que des pays comme le Brésil sont indépendants depuis le 19e siècle? Pour piger ça, il faut absolument comprendre une distinction, une différence clé. Voilà la distinction. Il y a le colonialisme d'un côté et la colonialité de l'autre. Le colonialisme, c'est facile, c'est la domination politique directe, avec l'armée, les gouverneurs. Mais la colonialité, c'est beaucoup plus subtil. L'analogie qui est souvent utilisée, et elle est géniale, c'est celle de l'informatique. Le colonialisme, c'est comme installer un programme sur un ordinateur. La colonialité, c'est le système d'exploitation lui-même, celui qui tourne en permanence, en arrière-plan, même quand vous avez désinstallé le programme. C'est une idée super puissante, développée notamment par le sociologue péruvien Aníbal Quijano. Pour le dire autrement, la colonialité, c'est cette espèce de matrice, ce logiciel de pouvoir qui a classé toute la planète. Il a créé une hiérarchie mondiale entre les peuples. Et cette classification, elle ne se base pas que sur la race, attention. Ça touche aussi le savoir, le genre, la spiritualité. Et le truc, c'est que cette hiérarchie, elle n'a pas du tout disparu avec les indépendances, loin de là. Elle a juste muté, elle s'est reconfigurée pour continuer d'exister. Et c'est là, vraiment là, que la pensée décoloniale frappe très fort. Parce que pour comprendre toute l'ampleur de cette colonialité, elle nous dit qu'il faut carrément repenser une idée qu'on croyait acquise, l'idée même de modernité. Dans les livres d'histoire, on nous dit quoi? La modernité, c'est le XVIIIe siècle, les Lumières, la Révolution française. C'est l'histoire officielle, vue d'Europe. Mais les penseurs décoloniaux, eux, nous disent « Attendez, non, vous vous trompez de point de départ. » Pour eux, la modernité, la vraie, elle ne commence pas à Paris ou à Londres au XVIIIe siècle, elle commence en 1092 avec l'arrivée de colons en Amérique. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que naît un système monde, un système global pour la première fois, c'est la naissance du capitalisme à l'échelle planétaire. Vous voyez le truc? L'argument central, il est là. C'est que modernité et colonialité sont les deux faces d'une seule et même pièce. Impossible de les séparer. Toute la belle histoire de la modernité européenne, le progrès,
la science, les droits de l'homme. Ça, c'est le côté pile. Mais pour avoir ce côté pile, il a fallu un côté face. Et ce côté face, c'est la domination, l'exploitation et le classement de tous les autres peuples du monde comme étant inférieurs. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, mais concrètement, comment ça marche, ce système d'exploitation de la colonialité? En fait, on peut le décomposer en 3 grands piliers, qui sont tous liés entre eux. Premièrement, il y a la colonialité du pouvoir. C'est l'idée d'utiliser la race pour organiser l'économie mondiale. Qui travaille, qui possède, qui exploite, tout ça est basé sur une hiérarchie raciale. Ensuite, il y a la colonialité du savoir. Là, c'est l'idée que le seul savoir valable, le seul qui soit universel et objectif, c'est le savoir européen. La science européenne, la philosophie européenne, tout le reste du folklore, des croyances, pas du vrai savoir. Et enfin, le plus profond peut-être, c'est la colonialité de l'être. Ça, c'est carrément le fait de nier la pleine humanité des peuples colonisés, de les présenter comme des êtres incomplets, primitifs, pour mieux justifier qu'on les domine. Bon, face à ce système qui a l'air de tout contrôler, on pourrait être un peu découragé. Mais alors, que propose la pensée décoloniale pour s'en sortir? Eh bien, la réponse est simple et en même temps radicale. Il faut changer de point de vue, complètement. Le philosophe argentin Enrique Dussel a posé une question qui résume tout. D'où est-ce qu'on interroge le monde? C'est une question qui paraît simple, mais elle est fondamentale. Parce qu'elle nous rappelle qu'on ne pense jamais depuis nulle part. Notre pensée n'est jamais neutre. L'endroit d'où l'on parle, que ce soit géographiquement, socialement, historiquement, eh bien cet endroit façonne complètement notre vision des choses. C'est ce qu'on appelle la géopolitique de la connaissance. Donc, pensée décoloniale, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire décentrer l'Europe. Arrêter de croire que c'est le centre du monde et de la pensée. C'est un effort immense pour enfin prendre au sérieux ce que les peuples qui ont subi la colonialité ont à dire, leurs expériences, leurs savoirs, leurs luttes. Attention, le but n'est pas de tout jeter à la poubelle, de rejeter en bloc la pensée européenne. Non, l'idée c'est de la provincialiser, de dire ok, c'est une pensée importante, mais c'est une pensée parmi d'autres, pour enfin ouvrir la porte à d'autres visions du monde. Et il faut voir à quel point cette grille de lecture est devenue puissante. C'est une boîte à outils qui permet aujourd'hui de renouveler la critique dans plein de domaines. On l'utilise pour repenser le féminisme en parlant de la colonialité du genre. On l'utilise en écologie, dans les luttes des peuples autochtones. Ça permet même de re-questionner des notions qu'on croyait solides comme le rock, comme l'économie du développement, ou même l'idée de ce que c'est qu'être humain. Et au bout du compte, on se retrouve avec une question, mais une question vraiment vertigineuse. Si la modernité, avec tout ce qu'elle a de bon, est inséparable de la colonialité, sa face sombre, alors qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que pour sortir vraiment de la domination, de petites réformes ne suffiront pas. Ça demande bien plus que ça. Ça demande d'oser imaginer, et peut-être même de construire, un monde qui serait au-delà de la modernité. Un monde complètement différent. Et ça, c'est une sacrée réflexion à méditer.